Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien du Cannes Prime Time. Nous décryptons avec vous tous les jours la technique des films en sélection officielle du Festival de Cannes et nous parlons aussi évidemment de l'actualité de la CST. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexia et aujourd'hui pour parler des différents sujets que nous allons aborder autour des films en compétition, nous avons Yal Sada, bonjour, critique au Cahier des cinémas. Vous avez vu les films d'hier je crois et nous allons en parler. Leslie Thomas, secrétaire générale du CNC, vous allez nous parler d'une chose qui a été présentée hier au pavillon du CNC. Bonjour, ça sera le référentiel AFNOR. Merci. Et deux collaborateurs de Christophe Honoré. Le film est présenté tout à l'heure, mais ça ne nous empêche pas de parler technique, de votre collaboration. Chef opérateur image, chef décorateur, Rémi Chevrin et Jérémy Streliski, si j'ai pas écorché votre nom. C'est bien ça. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour et merci de nous recevoir. Et tout de suite, on remonte les marches. Alors hier étaient présentés deux films de deux cinéastes habitués du Festival de Cannes, Ali Abbasi et David Cronenberg. Je crois que vous avez apprécié le film David Cronenberg car il a une dimension, comment dirais-je, nouvelle. Depuis quelques films, il creuse un nouveau chemin et c'est un film aussi très intime. Comment en parler ? Effectivement, il faut commencer par dire que c'est un film qui porte sur le deuil de David Cronenberg, puisqu'il imagine, en fait, à travers le personnage qui est joué par Vincent Cassel, qui est un pur alter ego en fait du cinéaste, et qui, en réalité, invente un dispositif qui propose à ses clients, qui consiste en fait à installer une caméra sous terre. Dans un cercueil pour pouvoir avoir un lien visuel avec la défunte. En l'occurrence, c'est la perte de sa femme qui lui a donné cette idée. Et donc, quiconque recourt à ce dispositif peut suivre, et c'est une idée assez sombre, assez lourde, l'évolution du corps sous terre. Donc c'est quelque chose quand même qui est très violent, très Cronenbergien. Et qui est donc c'est évidemment autobiographique. Enfin, il y a une dimension autobiographique. Vous disiez alter ego, la ressemblance est vraiment troublante. La ressemblance est absolument troublante parce que on voit que dans le choix des costumes, dans la chevelure de Cassel, la façon de le filmer, de lui donner un certain teint de peau, de visage, tout ça. On voit que douceur du comédien aussi à laquelle on n'est pas habitué. C'est vrai. Il en a fait un double, littéralement. Et donc ça déjà c'est très intéressant. Et sur la question de la technique, forcément, puisqu'on sait que Cronenberg est intéressé par la technologie depuis longtemps, les images, depuis au moins par exemple Vidéodrone, et que là en fait il s'intéresse aux dernières images numériques auxquelles on n'est pas habitué. C'est l'idée de pouvoir voir les corps même après la mort. C'est un peu comme s'il s'était dit, dans une société, dans une époque où en fait on est habitué à toutes sortes d'images, qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas inventé ? Et donc c'est ça qu'il fait avec ce film. Et ça reprend d'un point de vue technologique des innovations dont on parle beaucoup en ce moment, avec une espèce de capture volumétrique des corps. Oui, on peut dire ça. Enfin, c'est surtout ce qu'il aime beaucoup faire, c'est la présence de l'interface. Essayer de mettre en place comme s'il y avait des filtres en fait entre le souvenir qu'on a d'une personne et l'image réelle qu'on voit et donc tout le film consiste pour le personnage donc de Cassel à examiner, puisqu'en plus il y a une espèce d'intrigue policière qui se met en place. Il trouve une sorte de faille dans l'image. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on ne va pas trop spoiler non plus, mais c'est l'idée quand même on passe beaucoup de temps dans les images, dans les écrans, et finalement Cronenberg fait ce qu'il a toujours fait mais qui est devenu presque banal pour nous, c'est-à-dire filmer des personnages qui sont obsédés par les images, qui ont leur iPad nouvelle génération, enfin il invente des objets, il invente des choses comme ça, et qui est posé sur leur corps à eux, et donc il y a un dialogue comme ça entre le corps, souvent nu d'ailleurs, de Vincent Cassel, et l'écran qu'il utilise. Voilà, ils font un peu corps tous les deux, quoi. Voilà.
C'est un film qui déroute, mais pour autant, on est quand même attaché à la fois au cinéaste, mais aussi à cette façon très particulière qu'il a de filmer depuis quelques films. Oui, en fait, c'est vrai que ça peut dérouter ceux qui étaient habitués aux films d'horreur stricto sensu, quoi, des années 70-80 qui l'ont fait connaître. Et puis alors c'est vrai que à partir, par exemple, on peut penser à Cosmopolis, qui était une adaptation de Don DeLillo. Alors c'est très littéraire, très dans le dialogue. Là, on est encore beaucoup dans le dialogue, beaucoup dans la. Il y a des emprunts à la série B. C'est quand même un canevas, je disais, un peu d'intrigue policière qui se greffe là-dessus. Et puis, et oui, il y a beaucoup de verbes. Donc il faut quand même accepter ça. C'est pas l'époque des trouvailles justement d'effets spéciaux qui étaient celles des films comme Scanners, comme Shivers, Frisson, je crois que tout simplement ça s'appelait en français. Toute cette époque-là où il inventait de la matière en dur. On n'est plus là-dedans. Là, on est vraiment dans la grande numérisation. Donc en termes de technique et d'effets spéciaux, c'est là-dessus qu'il travaille beaucoup plus que sur de la matière. SFX. Organique, ouais. C'est plus froid. Et c'est plus froid, mais c'est délibéré. Et c'est pas pour autant qu'on ne sera pas ému. Au contraire. Et pour parler toujours de synopsis et d'histoires un petit peu atypiques, le Marcello Mio de ce soir reprend un parcours assez spécial. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'histoire et de la manière dont Christophe Honoré vous a présenté le projet ? Je vais pas dévoiler l'histoire parce que je trouve que c'est pas très honnête vis-à-vis de Christophe de raconter la genèse de l'écriture, et puis ça n'est pas mon rôle non plus. Je suis pas scénariste, mais Christophe m'a présenté ce projet comme un projet un peu atypique par rapport au parcours qu'on a eu l'habitude d'avoir ensemble depuis une vingtaine d'années, et il était très lié en fait à l'acceptation de la famille de Marcello Mastroianni, en l'occurrence par Chiara, sa fille, et Catherine Deneuve, la mère de Chiara. D'investir un champ un peu personnel de la vie de Marcello. Alors l'idée n'est pas de raconter des anecdotes. L'idée c'est de refaire vivre en fait Marcello à travers son œuvre, ses films. Donc c'est un film qui s'adresse évidemment à tous les fans du cinéma italien des années 50 jusqu'à... Et sans trop révéler, à travers sa fille aussi. Ah ben, évidemment. Et puis c'est aussi donc au-delà de l'évocation, on pourrait presque imaginer un biopic sur Marcello, mais ça n'en est pas un. C'est l'évocation de ce que c'est l'identité dans une famille aussi particulière que celle qu'était celle de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Donc, c'est un réel attachement à ses acteurs. Hein. C'est le deuxième film qu'il écrit pour Chiara Mastroianni. Vous, ça n'est pas votre première collaboration avec Christophe Honoré. Il y a quelque chose qui se creuse de très intime. Je dirais que entre Chiara et Christophe, il y a une grande force liée, je dirais probablement à ce qui les unit, c'est-à-dire la perte d'un père dans une certaine jeunesse. Chiara a perdu son père, elle devait avoir 23 ou 24 ans. Christophe était un peu plus jeune, il en parle dans le lycéen. Et donc ça, c'est sûr que ça a créé dès le départ un lien très fort lors de leur première rencontre sur je crois que c'est Non ma fille. Ensuite, il a fait les chansons d'amour. Et je pense que déjà, dès les chansons d'amour, Christophe avait envie de travailler avec Chiara et de d'écrire le rôle pour Chiara. Puis est venu Les Bien-Aimés. Puis est venu aussi Chambre 212. Donc c'est vrai qu'il y a une amitié et un respect très très fort entre ces deux personnages que sont Christophe et Chiara. Et quelque part, je trouve que faire Marcello Mio, c'est un sublime cadeau à Chiara. Pour évoquer son père et quelque part évoquer la perte de leur père commun, je dirais. Ouais, je dirais même que c'était un sujet assez délicat parce que Christophe, ayant cette grande affection pour Chiara, il voulait amener un film comme un hommage et comme un cadeau pour elle, mais sans que ça soit invasif. Et c'est pas du tout un film, pas un biopic comme tu dis, effectivement. Et du coup, c'était important, c'était effectivement d'accompagner ce projet et que c'est plus de l'acceptation, c'était vraiment de l'emmener dans ce projet et que ça voilà, enfin, je pense. Yal, vous n'avez pas encore vu le film, mais c'est une filmographie que vous connaissez. Vous serez ce soir à la projection ? Alors, je vais devoir le rattraper parce que malheureusement, on a d'autres
Notamment un Urgence. bouclage. Exactement. En plein Cannes, donc c'est compliqué. Mais on a hâte de le découvrir. Effectivement, il n'a pas été vu en amont, montré à la presse beaucoup, donc voilà. Et parlez-nous un peu, parce que c'est intéressant d'avoir le collaborateur image, le collaborateur décoration d'un cinéaste, du travail en amont d'un film pareil, où il y a effectivement une dimension réaliste, empreinte d'un parcours, de vraie vie, mais il y a aussi une vision peut-être un peu onirique et des moments d'échappatoire. Comment tout ça se prépare ? Bah, en fait, déjà, Christophe, c'est quelqu'un qui aime le cinéma profondément. Donc, au-delà des références, il se nourrit beaucoup de tout ce qui a pu exister. Il a sa vraie proposition. Et c'est vrai que quand on commence un film, il nous amène toujours ce qu'il appelle un abécédaire, où il a des références d'images, des références. Et en fait, de ce cumul d'images et des discussions qu'on a avec lui, il faut qu'on réussisse à sortir finalement ce qui va être l'essence du film. Là, je me souviens qu'il nous parlait beaucoup du fa presto sur ce film-là. Parce qu'il voulait en fait réussir à saisir l'instant sans être dans le... Voilà, sans s'apitoyer et sans s'éterniser sur les détails, etc. Et donc, il fallait réussir à avoir un peu de véracité, de réalisme, tout en étant dans de la fabrication quand même, malgré tout. Et voilà. Oui, je dirais que la préparation, je la résumerai en disant que Christophe nous emmène dans un état d'être pour filmer. C'est assez intéressant parce que on n'a pas énormément d'informations. Il distille les choses primordiales pour lui et je dirais qu'il nous met vraiment dans un état pour moi de filmer, pour toi de concevoir un espace, pour laisser ces personnages évoluer. Et c'est cet état-là, je dirais, qui l'intéresse parce qu'il accompagne le film. C'est une manière qu'il a de travailler depuis déjà un certain nombre de films, de pas trop dévoiler et d'avancer d'une façon très sensible, mais sans tout dévoiler. Pardon. Mais du coup, on a presque à deviner des choses. Moi, je sais que ce qui m'a marqué sur la préparation de ce film, c'est en même temps, Christophe a un grand degré d'exigence, une vraie volonté d'aller vers quelque part, mais en même temps, on a finalement peu la possibilité d'échanger avec lui sur certaines choses, et du coup, du fait des emplois du temps et tout ça, et en fait, je crois qu'il nous fait confiance, en fait, il nous met vraiment dans un état d'esprit, il nous amène dans la couleur que va être le film et tout ça, et après, nous, quand on le voit, effectivement, on lui dit vers quoi on va aller, et il nous dit si ça lui convient ou pas, mais c'est vrai que du coup, il se concentre sur ses comédiens. Il y a une certaine forme de liberté pour vous à l'image. Alors, je dirais liberté d'interprétation, liberté pas nécessairement sur les couleurs, les contrastes, mais liberté sur le moment présent. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose où il nous laisse une porte ouverte très très forte. Mais le film est quand même très cadré. Ce qu'il ne voulait pas pour ce film-là, c'est avoir la sensation que le film avait été très fabriqué, que le cinéma était passé derrière, que le plan fabriqué, la non-justesse des sentiments ressentis, c'était important qu'on soit vigilant sur ça. Et donc une utilisation à la fois de décors naturels, de studios, parfois, vous nous disiez Jérémy, parfois même dans la même séquence du studio et du décor naturel. Oui, en fait, il y a une séquence un peu particulière dans le film dont je ne parlerai pas, mais on a dû utiliser un décor naturel qu'on a réaménagé, on a refabriqué en studio des parties de ce même décor pour pouvoir faire des mouvements de caméra qu'on souhaitait et obtenir en fait les plans très précis qu'ils souhaitaient, parce qu'en fait, dans ce film, il y a un peu des hallucinations, en tout cas le rapport à la mémoire du père, avec ce qu'il peut y avoir et dans le souvenir et dans presque l'hallucination qu'elle peut avoir de son propre père. Et du fait de ces effets, et en fait, il voulait assez peu d'effets spéciaux numériques, et il a fallu trouver aussi en tout cas se référencer sur des choses qui ont pu être faites même sur le cinéma de Raoul Ruiz il y a quelques années de ça, où en fait on s'est empreint du théâtre pour beaucoup avec des effets spéciaux comme ça. Oui, je crois que ça, c'est aussi quelque chose que Christophe aime beaucoup et que nous, on aime et qu'on a partagé, qu'on a découvert. Nous, c'est notre deuxième film ensemble avec Jérémy. C'est vrai qu'on était sur un terrain un poil différent là, et un terrain, je dirais, de Méliès, un terrain de
de simplicité et de magie. Et le film, Christophe avait vraiment envie qu'il soit sur ce terrain-là, que ça soit pas les effets spéciaux qui prennent le devant et qu'on voit la virtuosité de l'effet spécial numérique ou en tout cas moderne, mais que à partir d'éléments beaucoup plus simples, presque mécaniques sur le plateau, on puisse faire apparaître des personnages ou même des décors, un peu comme Ruiz a pu faire dans certains films. C'est une des références, en tout cas sur certaines scènes. Oui, Cité. À une époque où les VFX commençaient à prendre un peu d'ampleur et on a eu ces cinéastes qui ont continué à utiliser des effets spéciaux traditionnels. Et moi, je trouve que c'est assez magique parce que, au-delà du fait qu'il y a la prouesse avec du matériel moderne de refaire des trucages mécaniques classiques, il y a la magie du plan qui se fabrique devant nous. Et ça, on était tous comme des enfants. On ne le dit plus, on verra ça en post-prod. Ah non, ça se disait pas là. Moi, Je pense pas pardon, excuse-moi. Moi, j'ai souvenir de la satisfaction du moment du fameux plan où en fait on traverse un plancher de manière un peu en transparence, etc. C'était un plan qu'on avait pensé vraiment en amont. On avait d'abord fait des petites maquettes avec nos téléphones et des bouts de papier, après des maquettes en 3D, après tout fabriqué. Et le voir finalement jusqu'au jour J, qui était un peu tardif en plus dans le tournage, donc on appréhendait, on espérait que ça se passe bien. Et le moment où ça se filme et que c'est réussi. C'est sûr que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais du cinéma, c'est cette magie-là. Je redeviens un enfant. Quand je commence un film, je me dis toujours, je ne sais plus rien faire, j'ai un œil neuf, soyons naïfs et inventons. Et en fait, ça donne quelque chose d'assez impalpable qui est parfois raté, parfois réussi. Il faut savoir accepter le raté, mais quand il y a beaucoup de réussite, c'est parfait. Vous allez découvrir le film dans sa version définitive également ? Moi je le connais depuis longtemps parce que je l'ai étalonné et j'ai vérifié la copie cette semaine à Paris, donc à moins de changements radicaux, ce que je ne crois pas. Non mais j'ai fait un test cette nuit et le film les fameux tests nocturnes, les tests nocturnes, lumière, qui sont très intimes parce qu'on a la salle pour nous tout seul. C'est un grand moment de rentrer dans cette salle. On rentre pas par l'entrée classique, on rentre par l'entrée des artistes, donc on arrive derrière l'écran et là on se rend compte du gigantisme de l'écran, le cœur bat vite. Oui, on se sent tout petit. Non, moi pour la part, j'ai pas eu encore la chance de le voir. Il fallait que je passe en étalonnage et finalement l'emploi du temps a fait que. Mais donc je vais le découvrir ce soir. Et j'avoue que je suis assez impatient de voir ce que me disait Christophe la dernière fois, c'est que le film a fini sa mue. Donc je pense qu'il y a eu quand même toute une évolution entre la phase d'écriture. De toute façon, il y a vraiment les trois étapes de l'écriture, du tournage et du montage. Et je pense que excusez-moi, je pense que cette troisième étape a vraiment amené le film à sa transformation finale. Je pense que c'est le film de Christophe qui est fait en se disant que c'est trois films. Il y a le film écrit, le film tourné et puis le film fini. Et vraiment, c'est trois films différents, je trouve. Et que les spectateurs, pas uniquement de Cannes, mais de la France entière, pourront découvrir dès ce soir et en sortie nationale demain. Absolument, en souhaitant un beau succès à ce film. Et on a hâte de voir ça, nous, tout à l'heure, en projection dans la grande salle Lumière. On va poursuivre avec la parole de la CST. Vous étiez filmé. Leslie Thomas, rebonjour. Rebonjour. Vous présentiez hier un travail colossal qui s'inscrit dans le cadre du plan action, si je ne me trompe pas, l'AFNOR Spec, la 2308, pour donner son nom intime. Barbare. Et pouvez-vous nous présenter déjà qu'est-ce qu'une AFNOR Spec ? Parce que nous connaissons les normes contraignantes. L'AFNOR Spec est-elle contraignante et de quoi parle-t-elle ? C'est un standard en fait qui permet, en tout cas on a travaillé sur un standard qui permet aux professionnels d'avoir une boîte à outils pour ceux qui souhaitent s'engager dans des démarches de production durable et responsable. Donc on a sur la base de cette thématique qui couvre en fait les champs de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale, tels que définis par l'ONU, donc on n'a rien inventé. On a donc 7 chapitres qui vont couvrir la sobriété numérique, les déchets, le bien-être animal, la protection de l'environnement, les énergies utilisées sur un tournage. Donc selon ces chapitres-là, on a défini quelles sont les actions qui doivent être mises en œuvre par les professionnels pour qu'ils s'engagent dans une production durable et responsable. Et ça concerne les professionnels de quelle filière du secteur ? Alors, cinéma, audiovisuel et publicité.
On a souhaité travailler avec ces 3 filières-là, étant entendu qu'on a travaillé sur la prise de vue réelle. On n'est pas sur des œuvres d'animation ou des œuvres de réalité virtuelle, par exemple. On est véritablement sur de la prise de vue réelle. Et dans ce cadre-là, constat a été fait qu'il y avait des points communs sur la manière de fabriquer les images, de fabriquer les films, et que les formats, c'était pas forcément un sujet dès lors qu'on s'engageait dans une démarche de production durable et responsable. Et concrètement, les professionnels pourront avoir accès comment à ces informations et qu'est-ce que ça va... Il y a plusieurs niveaux qui vont être proposés pour... Tout à fait. Donc le référentiel, il est en ligne sur le site de l'AFNOR depuis hier, où la présentation a été faite. Il est mis à la disposition des professionnels de manière gratuite. Le CNC a financé cette partie-là pour qu'on puisse avoir un référentiel d'accès libre et gratuit pour les professionnels. Il y a 3 niveaux d'engagement. Premier niveau d'engagement, c'est en quelque sorte, on vous montre le chemin. Comment gérer vos déchets, comment avoir une énergie bas carbone sur votre tournage. Le 2e niveau d'engagement, c'est vous agissez avec efficacité. Et le 3e niveau d'engagement, c'est vous agissez à l'endroit de l'ensemble de vos projets quand on est une société de production cinématographique ou audiovisuelle. Donc ces 3 niveaux d'engagement sont progressifs et ils sont inscrits dans une logique d'amélioration continue des démarches. Et cette action-là du CNC, elle s'accompagne d'autres actions ? Alors, ce référentiel, il est, je dirais, un peu une sorte d'aboutissement d'un travail qui a été engagé depuis 2020, où on a tout d'abord constitué un observatoire de la transition écologique, puisque le constat qu'on a fait, c'est que malheureusement la filière cinéma ne maîtrise pas de données spécifiques sur son impact carbone, sur les dépenses énergétiques. À l'époque, il n'y avait pas les dépenses énergétiques des salles de cinéma. Enfin, voilà. Donc, on s'est doté d'un observatoire de la transition écologique qui produit des études et qui restitue ces études aux professionnels de manière à bien savoir d'où on part. C'est très important d'objectiver un tout petit peu la situation et de sortir des fantasmes aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses et on dit parfois un peu n'importe quoi. Le 2e axe de travail de ce plan action, c'est la formation initiale des étudiants dans les écoles d'enseignement supérieur. Donc on a travaillé à l'élaboration d'un module de sensibilisation aux enjeux attachés à l'urgence climatique. Bien des écoles de cinéma. Écoles de cinéma, mais pas que. On fait aussi des écoles d'animation, de jeux vidéo, puisque le CNC couvre le champ large de ces secteurs-là. Et le 3e aspect du plan action, c'est de la structuration, je dirais en quelque sorte, d'une politique publique autour des aides, puisque depuis le 1er janvier 2024, les aides à la production cinéma et audiovisuelle sont conditionnées à la fourniture de bilan carbone pour qu'on puisse comprendre, film par film, quel est le poids et l'impact de ces derniers sur notre environnement. Et là, ça va au-delà uniquement du bilan carbone, ce que vous proposez avec l'AFNOR-SPEC. Alors, l'AFNOR-SPEC, effectivement, c'est un mode d'emploi qui dépasse le simple bilan carbone, puisqu'on couvre vraiment tout ce qui est responsabilité sociétale et environnementale. Donc, on va avoir un chapitre sur l'inclusion, sur la parité, on a un chapitre sur la sobriété numérique, on a un chapitre sur l'énergie, on a un chapitre sur la biodiversité et le bien-être animal. Donc, oui, on est beaucoup plus large que simplement l'empreinte carbone. Et alors hier, nous avions aussi un plateau avec la lauréate du prix EcoProd. Nous avions aussi l'Étoile Verte qui était là. Nous avons donc beaucoup abordé ces questions-là. Et à un moment est venue la question des aides. Donc visiblement, ce que vous dites, il n'y a pas d'aide particulière pour les tournages vertueux, mais plutôt une conditionnalité. On n'est pas à ce jour dans un bonus, si c'est la question que vous me posez, dans un bonus vert qui viendrait accompagner les productions qui... Mais un malus. Pas du tout. Bah non, un malus, ça serait attaché au résultat, on vous enlève des aides. Donc non, vous pouvez pas dire ça. C'est vraiment pas. Et puis sans compter que ça veut dire que vous considérez que toute démarche responsable et durable n'est que coûteuse et n'est pas économe. Donc il y a effectivement des coûts supplémentaires, mais il y a aussi des économies à la clé. Donc il faut pas présenter les choses en disant uniquement bonus-malus. Pour autant, au-delà de la boutade, c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de bonus que ça sera toujours comme ça. Par contre, ce qui est très important, c'est d'exprimer la maturité des professionnels sur ces sujets-là. Le CNC, il ne travaille pas tout seul. D'ailleurs, le référentiel AFNOR, il a été constitué avec les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés, mais aussi des experts historiques que sont Flying Sequoia et EcoProd, et toute une série d'autres professionnels qui nous ont accompagnés pendant 1 an. On a eu une 30aine de réunions de travail, 130 parties prenantes, 28 critères à la clé, un mode d'emploi qui est mis à la disposition des professionnels, qui aujourd'hui n'est pas un élément de conditionnalité des
des aides puisqu'on est sur bilan carbone, mais qui demain peut le devenir. Oui, j'ai une petite question. Je serais curieux de savoir comment a été reçue cette proposition par les producteurs et est-ce que c'était une demande de leur part de ce travail sur cette norme AFNOR spec. J'en aurais une pour vous après, Oui. d'ailleurs, de questions. Est-ce que vous allez y aller, c'est ça? Alors, les producteurs ont été présents, puisqu'ils faisaient partie des 130 parties prenantes. Donc, ils ont contribué à l'élaboration des critères sur lesquels on a travaillé, en étant force de proposition sur certains critères. Certains considèrent que c'est pas assez ambitieux, d'autres considèrent que c'est trop ambitieux. Donc, on a essayé à chaque fois de trouver un espace de consensus. Comment ça a été reçu? On va le savoir à partir de maintenant, puisque ça a été présenté en avant-première, j'ai envie de dire, hier après-midi. Donc on n'a pas encore beaucoup de retours. On est sur quelque chose qui est aujourd'hui une démarche d'application volontaire, hein. Ce n'est pas une démarche contrainte. Donc les professionnels qui veulent s'emparer de cet outil peuvent le faire. Ceux qui ne souhaitent pas s'y engager ne le font pas. Jusqu'au jour où, mais pas dans une échéance immédiate, on ira vers une conditionnalité des aides publiques, donc à ces outils-là. La logique dans laquelle on s'est inscrite, et je crois que là, pour le coup, l'ensemble de la profession est assez alignée, c'est que on ne peut pas sortir du schéma de bas carbone, de stratégie nationale bas carbone, qui fixe des échéances à 2030, 2040 et 2050. Et notre industrie, notre art, notre filière, elle a besoin aussi de s'inscrire dans ces dynamiques-là. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas imposer des standards ou des critères, mais qu'elle soit acteur de la définition de ces derniers. Et c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. Et est-ce que ça pourrait donner un exemple sur d'autres pays européens ou c'est une norme, ou en tout cas une direction purement française? Alors aujourd'hui, c'est une direction purement française. Simplement, elle est inédite puisqu'il n'y a pas d'équivalents nationaux. On a des équivalents, par exemple, dans la région du Trentin, en Italie. Enfin, vous avez des propositions qui existent. En Allemagne, il y a aussi un certain nombre de propositions. Mais un standard à rayonnement national co-construit avec les partenaires sociaux et les professionnels, il n'y a pas d'équivalent. On sait qu'il y a toujours un laps de temps parfois important, parfois moins important entre un tournage et sa présentation. Vous, au moment, vous deux, où vous attaquez le tournage du film de Christophe Honoré, est-ce que ces questions sont déjà posées sur le plateau ? Moi, dans mon département, c'est vrai que le département décor, c'est souvent un département qui est assez lourd en termes carboniques, j'ai envie de dire. Et après, pour rappeler, c'est alimentation et décor qui sont probablement sur les tournages les plus énergivores. En fait, non, c'est les mobilités, c'est les transports. Oui, c'est souvent les camions, les transports, etc. Après, c'est vrai qu'on peut être amené à consommer beaucoup de bois, on essaye de recycler, pareil sur les peintures, avoir des peintures bio, sur le recyclage. Vous nous disiez d'ailleurs que votre chef peintre est très impliqué. Sabine Barthélémy, qui est membre de l'Ecoprod, etc. Ecodeco, pardon. Et effectivement, du coup, j'ai l'avantage de travailler avec elle, du coup, elle m'amène sur ce sujet-là. Moi, j'y suis sensibilisé par elle. C'est vrai que c'est un sujet qui m'importe et je pense qu'on est tous autour de cette table conscients de l'importance écologique de cet avenir-là. Mais je crois que c'est très bien, effectivement, de vouloir être acteur de ce qui va se passer et de ne pas imposer les choses, mais que les gens volontairement y aillent, parce que je crois qu'il y a cette envie. Enfin, je peux me tromper, mais je pense. Alors, dans le secteur de la décoration, il y a des expériences qui sont complètement incroyables et le collectif Ecodeco fait des propositions sur les pigments, sur les peintures, sur les feuilles de décor. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant et très engagé. C'est très avancé. Moi, je sais que, par exemple, même sur l'eau utilisée, il y a des bassins de décantation avec les récupérations d'eau, etc. Et du coup, ce qui fait qu'en litrage d'eau utilisée, c'est minime. Et après, effectivement, sur le bois, sur le recyclage des feuilles, etc. Donc, on a d'ailleurs réalisé un can technique avec Valérie Valero qui a eu le prix Ecoprod et qui nous a parlé de toute son utilisation de décors recyclés. Elle a travaillé beaucoup avec la recyclerie, avec des astuces aussi pour nettoyer les pinceaux qui usent moins d'eau. Donc plein de pratiques vertueuses qui n'ont en aucun cas freiné le projet, qui n'ont pas été des contraintes et qui, en plus, d'un point de vue économique, ça a permis d'être assez économe et qui donne du sens à son travail. Exactement. Aussi. En fait, c'est souvent une somme de petits gestes qui paraissent anodins, mais qui vont faire que, multiplié par le nombre de personnes qui le font et le nombre de fois où on fait ce geste, vont avoir un réel impact. Effectivement, quand on lave un rouleau de peinture sur un plateau de cinéma, ça semble pas grand-chose, mais vu qu'il y a X peintres pendant X jours qui vont le faire, finalement, ça va avoir un réel impact. Et puis, c'est valable pour plein d'autres choses. Donc, effectivement, voilà.
Pardon. Oui. L'idée de cette proposition, enfin en tout cas de ce mode d'emploi, c'est véritablement d'être dans des réponses concrètes telles que vous les décrivez sur le décor, mais ça peut être sur les transports, ça peut être sur les hébergements, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur l'alimentation énergétique. Enfin voilà, c'est d'avoir des propositions, un cadre qui évite aussi qu'on se disperse dans les efforts fournis au niveau de chacune des productions. Et c'est une boîte à outils, voilà. Et Yal, est-ce que ce sont des questions auxquelles vous êtes attaché au Cahier du cinéma quand vous parlez des films, quand vous les analysez? Ce qui est certain, c'est que on voit beaucoup la problématique écologique à l'intérieur des films. Ça revient évidemment pas dans le cinéma français, mais pas seulement. Même dans les films qu'on voit ici à Cannes, je pense à Mégalopolis par exemple, l'idée d'une cité idéale qui serait plus vertueuse dans tous les sens du terme, pour l'individu, mais aussi pour la société, un futur avec de l'espoir, etc. Le film est vraiment là-dessus. Il faut que la production des films suive, parce que ce qui est politiquement ou en termes critiques, et je veux dire, mais surtout politiquement en fait, met mal à l'aise, c'est quand le message d'un film, ou disons, on va dire son discours et sa méthode de production n'est pas en adéquation, et qu'il y a une forme d'hypocrisie quelque part. Il y a un soft power du cinéma, mais il faut que ce soit en accord aussi avec sa fabrication. Exactement. Donc voilà, s'il y a quelque chose comme ça auquel on fait attention, je pense que c'est ce genre de choses. Et Yal, j'aurais aussi une question pour vous, puisque vous avez, pour les Cahiers du cinéma, fait un article sur Johnny Byrne, qui était l'année dernière le lauréat du prix de l'artiste technicien. Est-ce qu'à mi-parcours là, du Festival de Cannes, sur les films présentés en compétition, vous sentez déjà techniquement des choses assez fortes se dégager ? Oui, sur le plan de la technique, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est par exemple le film de Jia Zhangke. C'est une réponse un peu de côté que je fais, mais elle est quand même dans le sujet, parce qu'on ne pense pas à des prouesses techniques quand on voit ce film qui en fait qu'il a commencé de tourner au début du siècle, puisque c'est un mélange de différents travaux, donc de différentes images qu'il a tournées depuis, je crois, 2001. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que ça crée une sorte de patchwork très subtil, où le passage à différentes étapes de l'image numérique, je me risquerais pas à citer exactement quel format, avec quelle compression, etc. C'est pas mon domaine de compétence, mais en tout cas, on voit qu'on arrive progressivement vers la haute définition. Et en fait, c'est par des glissements subtils. Voilà, on sent 2002, 2007. Voilà, on voit le grain changer. Et pour arriver progressivement dans notre époque. Et en plus, il y a un travail sur le son qui est très beau. Une musique très belle, mais aussi la manière de faire exister un simple son de bateau. J'ai trouvé ça assez fort. Et voilà. C'est pas, on pense pas forcément à ce film-là en termes de technique, mais moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est en tout cas un grand cinéaste qui se sert de la technique, oui. Absolument, oui. Et tout de suite, il est temps de passer à la petite interview. Bonjour, je m'appelle Gérard Kravzik et je suis cinéaste. Mon premier festival de Cannes, j'étais au camping à la Boca. Et je descendais donc, je ne sais plus si c'était en bus ou je ne sais plus. Enfin bref, j'allais à l'ancien palais des festivals, ça date. Ce qui était formidable, c'est qu'il n'y avait pas tous ces badges, trucs électroniques et tout. Donc on se mettait près du Blue Bar, on essayait d'avoir des invitations, ça ne marchait pas toujours. Et on avait une technique, c'est que les gens qui contrôlaient les billets, on avait toujours un copain qui les attirait quelque part pour leur montrer un truc, et on passait derrière. Donc le dernier pouvait pas passer, mais on se débrouillait quand même, et on arrivait à rentrer sans billet au Palais des Festivals, à l'ancien palais qui était magnifique. Alors j'ai plusieurs beaux souvenirs du festival, c'est ça qui est... j'ai le souvenir quand on a passé mon court-métrage de fin d'études de l'IDEC, qui est aujourd'hui la FEMIS, dans l'ancien palais, avant qu'il soit démoli. Et donc j'ai pu avoir, c'était une émotion, la joie de voir mon court-métrage, mon premier court-métrage projeté dans l'ancien palais des festivals. Et le deuxième magnifique souvenir, c'est d'avoir ouvert le festival de Cannes avec Fanfan la Tulipe, et de monter les marches avec Vincent Pérez, Pénélope Cruz, et puis mes parents aussi. Ça, c'était très émouvant pour moi en tout cas.
Alors le prix de la jeune technicienne, c'est une volonté vraiment de la CST de lutter pour qu'il y ait la parité. Voilà, c'est très important dans le monde du cinéma, ailleurs aussi, dans toute la société. Donc ce prix a été créé sur l'initiative de Claudine Nougaret pour affirmer, c'est une volonté politique d'encourager la parité dans le monde du cinéma. Et le prix de la jeune technicienne est un des éléments de cette volonté. Et donc, le jour où il y aura la parité, ce prix disparaîtra. Leslie Thomas, comme Gérard, vous avez déjà fraudé au Festival de Cannes ? Jamais au Festival de Cannes, mais dans les salles, oui. Ah comme dans les 400 coups, c'était le début de la cinéphilie. Ben voilà. Et alors, ce soir, sur les marches... À 19h, nous n'allons pas louper Marcello Mio de Christophe Honoré dont nous avons parlé, donc évidemment avec Rémi et Jérémy qui ont participé à ce film. Christophe Honoré revient encore au Festival de Cannes, c'est un grand habitué et on a hâte de voir ça tout à l'heure. Et ce soir, autre film d'un habitué du Festival de Cannes, Paolo Sorrentino, qui revient avec une grande épopée féministe qui commence dès les années 50 à Naples. Pour s'entourer, il va travailler avec le chef opérateur Daria D'Antonio et notamment, on peut citer aussi son monteur-son, un des grands habitués des films de Sorrentino, Emmanuel Cercere. Et troisième film de Sean Baker, Anora. Oui, il y a non pas 2 mais 3 films aujourd'hui. Sean Baker qui revient après Red Rocket en 2021 avec Anora aujourd'hui. Le synopsis, c'est Anora, une jeune stripteaseuse de Brooklyn qui va se transformer un petit peu en Cendrillon des temps modernes. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. À la photographie pour ce film-là, Drew Daniels, qui était déjà présent en 2021 pour le film Red Rocket, donc c'est une deuxième montée des marches pour lui aujourd'hui avec ce réalisateur. La musique, elle, est réalisée par Matthew Aaron Smith, qui était déjà venu à Cannes pour le film Cher, présenté en séance spéciale en 2019 pour le film de Pippa Bianco. Et le montage est réalisé par personne d'autre que Sean Baker lui-même, évidemment. On espère que vous avez tous vos places pour ces 3 séances du jour et à demain. Merci à tous, à demain. Le prix CST, c'est l'occasion de mettre en lumière ceux qui d'habitude sont un petit peu dans l'ombre et puis de promouvoir l'excellence et l'intelligence de tous les techniciens et toutes les techniciennes. Surprise et créativité. La magie et la magie, et peut-être un peu aussi les anges.